de l'agence de promotion de la place portuaire de Marseille-Fos. Je suis Lucas Roche-Poggi, chargé des relations extérieures de l'association, et j'ai le plaisir de vous convier aujourd'hui à ce nouveau webinaire, le premier de l'année. On est très fiers de vous présenter cette série de webinaires sur, premièrement, aujourd'hui, les vracs solides. Ensuite, en septembre, nous aurons les vracs liquides, et nous terminerons l'année en décembre sur les webinaires voitures, donc les webinaires spécialisés dans certaines filières. On est très fiers de les avoir préparés aujourd'hui, de pouvoir parler de ces filières très importantes à Marseille-Fos. Et on commence aujourd'hui avec une filière vraiment déterminante et stratégique. On va en parler avec tous nos invités. Nous avons d'abord, évidemment, comme toujours, Stéphane Salvetat, notre président, qui viendra vous aborder la partie un petit peu plus stratégique de cette filière et des enjeux pour Marseille-Fos. Nous aurons Marc Lazaretto, le chef du service des filières vrac solides et liquides du port de Marseille-Fos. Patrick Schneider, le directeur adjoint d'Alteo, grand industriel à Gardanne. Mathieu Corriez, le directeur général du terminal Sinvest Carfos à Fos-sur-Mer. Nous aurons également la présence de Christophe Lacôte, le chef du service logistique, multimodal et plateforme intérieure du Grand Port Maritime de Marseille. Avec nous également Mathieu Glès, le délégué général de Medlink Port, l'association de promotion de l'axe Rhône-Saône. Nous aurons le plaisir d'avoir Muriel Roch, la responsable affrètement de Agora Fluvial, qui est une entité du groupe Sogestran, et nous terminerons ce webinaire avec un spécialiste de l'industrie à Fos-sur-Mer, Nicolas Matt, le secrétaire général du Picto. Donc on est très très heureux de vous accueillir aussi nombreux, plus de 80 d'entre vous aujourd'hui pour un webinaire spécialisé dans une filière en particulier. Donc on est vraiment très content aujourd'hui de vous présenter ces problématiques très liées à l'industrie, comme vous le verrez. Avant de commencer, simplement, si vous avez des questions, on fera environ 1 heure de webinaire, et nous passerons à vos questions juste après. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je les transmettrai ensuite à nos spécialistes qui essaieront d'y répondre de la manière la plus appropriée. On va commencer tout de suite avec notre président, Stéphane Salvetat, qui va nous parler de la filière d'avenir en pleine évolution, que sont les vracs solides. Stéphane, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Lucas et bonjour les équipes VMF. Donc, effectivement, nous sommes heureux de ce premier webinaire. L'année dernière, nous avions fait 3 webinaires sur le poste et préacheminement avec le rail, le ferroviaire et la barge. Nous avions voulu passer quand même au moins minimum 3 heures sur ces sujets, mais nous parlions beaucoup de conteneurs. Et on sait que depuis des années, VMF, par une présence à Brême, à Rotterdam, à Anvers et au mois d'avril, normalement à La Rochelle, hein, le secteur du vrac solide est important. D'abord, il existe des acteurs très importants sur le port, sur la place portuaire. Alors, on peut citer bien sûr Alteo, hein, qui fera une présentation. On peut citer ITER avec Socercide et puis Daher, hein, qui développe des gros colis. On a ArcelorMittal avec Socercide aussi. On a bien sûr Sinvest avec des trafics qui sont divers. Mais voilà, mais c'est un secteur important et pour la première fois, vraiment, nous mettons un petit peu la lumière dessus. Au sein de l'UMF ou du port, cette filière, on en parle depuis longtemps. Et je crois, comme tu l'as dit tout à l'heure, que nous allons aussi parler des vracs liquides bientôt, que nous parlerons des voitures. Donc cette année, c'est une année où on peut parler d'autres types de trafic que la place portuaire travaille de manière importante. Et voilà, c'est important de bien connaître ces acteurs. Et donc voilà, donc nous, on est très fiers de recevoir cette palette de professionnels qui dédient parfois une grande partie de leur vie professionnelle au vrac solide qui mérite bien mieux souvent qu'un strapontin. C'est vraiment un des secteurs les plus essentiels du port. Voilà, je te laisse Lucas, je crois, pour dérouler un petit peu les présentations. Absolument, un grand merci Stéphane pour ta présence. Donc on va maintenant aborder l'essentiel du sujet et voir un petit peu aller voir au-dessus un petit peu du sujet aujourd'hui grâce au GPMM et à son chef de service filière vrac solide et liquide avec Marc Lazaretto. Merci Marc d'être aujourd'hui avec nous.
Bonjour, attendez. Merci Marc, merci beaucoup. Merci Marc, de votre présence. Merci Lucas pour la parole. Donc, je Marc, suis vous êtes... Marc Lazaretto, Ah en oui. charge des vracs solides et liquides pour le port de Marseille-Fos. Donc, je vais vous présenter déjà le port un petit peu rapidement, un overview général des lieux. Le port s'étend de Marseille, hein, le port historique que l'on connaît tous, le City Port, 400 hectares de terrain sur toute la façade nord de la ville de Marseille, hein, et jusqu'au golfe de Fos où nous gérons l'ensemble portuaire qui s'étend entre Fos et Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est-à-dire que le même port gère 2 bassins nautiques qui accueillent chaque année plus de 7000 escales de navires. Et nous développons à peu près 10 000 hectares de surface pour ça. Les 2 bassins sont séparés d'environ 50 km pour ceux qui ne connaîtraient pas la géographie locale. Et on estime que ces activités portuaires au sens large génèrent plus de 40 000 emplois. Alors, le port est un port généraliste, multiproduit, mais nous nous focalisons aujourd'hui sur les vracs solides. Et les vracs solides, on en fait dans les 2 bassins. Alors, si on veut bien avancer, et une part prépondérante à l'ouest, mais il y a une activité vrac aussi dans Marseille. Comment on avance Merci. Alors, à Marseille, nous avons, qui est plus connu pour ses croisières ou ses rouliers, nous avons des activités vrac tout à fait significatives et importantes. En partant de l'Est, quoi, du Nord, on a déjà chez Med Europe, au terminal de conteneurs de Bourpiane, une activité que vous allez voir, que vous voyez sur la gauche de votre écran, d'export de ferraille. Et puis, l'essentiel du vrac solide se concentre au niveau du Molgé, avec différentes activités en exploitation. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec l'intervention d'Alteo dans cette émission. Donc, je liste rapidement. Nous avons une activité historique d'importation d'alumine pour la société Trimet. Et sur le Molgé, qui est encerclé ici, nous avons différentes activités à l'import, essentiellement, pour des céréales pour Panzani, du ciment pour le groupe cimentier grec Titan et divers trafics de vrac. On continue. L'essentiel du trafic se fait pourtant évidemment à l'ouest, compte tenu des dispositions, des infrastructures disponibles. Et je ne m'étendrai pas trop longtemps sur certains points qui sont le terminal minéralier de Fos, terminal d'Ipsy permettant un import-export d'un tas de matières. Nous sommes capables de faire multi-produits, multi-quantités, en tout cas multi-tailles si vous voulez, puisque le terminal minéralier de Fos qui se trouve en Darse 1, ainsi que le terminal de Caronte qui se trouve sur le chenal de Caronte, sont opérés par la compagnie Sea Invest qui reviendra sur ses activités plus en détail. Au niveau des vracs, nous avons un trafic très important lié évidemment à la présence de l'acierie ArcelorMittal, qui est un poids lourd des vracs solides chez nous, générant une part essentielle des vracs solides. Mais pas que. Les activités, Sea Invest, et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, est multiproduit. Il reviendra plus longuement sur ces activités. Nous avons aussi un terminal céréalier qui assure l'export des céréales en descendant de Bourgogne, mais assure aussi l'import de produits bio ainsi que d'engrais. Un terminal très intéressant Biface, qui se situe au niveau de Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'ensemble des terminaux a l'avantage incroyable d'être à la fois en connexion fluviale avec le Rhône et en connexion ferrée. Alors, toutes ces installations permettent de générer un trafic global, un trafic global d'environ, qui oscille suivant les années entre 11 et 12 millions de tonnes, essentiellement lié à l'activité d'ArcelorMittal et des imports de ces matières premières.
Globalement, le port a réalisé 77 millions de tonnes l'année dernière, avec différents records, notamment en vrac liquide. Le secteur qui a été un petit peu en difficulté, mais tout à fait tout relativement, c'est le vrac solide, à moins 3%, en baisse de 11,7 en 2021 à 11,4 aujourd'hui. Du fait d'un contexte très difficile, notamment sur les marchés d'acier, qui a nécessité un ajustement des productions. Pour autant, il y a des choses intéressantes qui se font quand on rentre un peu plus dans le détail. Alors, comment ce trafic de vrac solide se répartit-il? Déjà, il représente un petit peu moins de 20% du trafic global. Et comme le montre le camembert que vous voyez affiché, la sidérurgie est la partie et le poids lourd de cette activité. Vient ensuite le terminal minéralier de Fos, d'Ipsy, qui permet justement, de par sa nature, de traiter des trafics très importants en termes de volume. Vous noterez que Marseille existe en termes de vrac solide, au même titre que le terminal de Caronte. Et enfin, vous avez l'activité céréale dont je vous ai parlé au niveau de Port Saint-Louis-du-Rhum. Alors, si on rentre encore un peu plus dans le détail, et on sort volontairement les activités sidérurgiques, parce que sinon elles écrasent toutes les autres activités, nous noterons tout bassin confondu, l'ensemble des trafics. Alors, vous verrez qu'on a eu une opération importante sur laquelle je pense Sylvestre reviendra, qui est intéressante, sur de la houille. Donc ça, c'est une opération spot, mais qui était liée au contexte international de crise sur l'énergie. Vous noterez aussi une permutation de trafic, là aussi qui sera expliquée, je pense, par M. Schneider au niveau d'Alteo, entre l'alumine et la bauxite. Vous voyez, si vous cumulez les volumes de 2021 à 2022, on a un changement de process industriel qui induit un changement de trafic, puisque évidemment, tous ces trafics de vrac sont liés à l'industrie implantée sur la ZIF ou dans l'Interland de proche. Le vrac solide est une composante de l'activité industrielle de notre territoire, et les industriels constituent nos clients directs. On notera dans la répartition des trafics la part tout à fait importante des matériaux de construction, ainsi que des éléments liés un petit peu à la transition énergétique, même si c'est faible encore, mais on voit apparaître les choses comme les wood chips qui alimentent la centrale à bois de gazelle, le pneu recyclé, qui font partie de ces matières à qui on donne un nouveau ces déchets qui deviennent des matières à laquelle on donne un nouveau vie, et donc des nouveaux trafics. Alors, et enfin, donc ça c'est l'existant, et après c'est un petit peu l'avenir. Donc évidemment, l'avenir se prépare avec de nouveaux projets industriels, puisque comme on sait tous, les trafics de vrac solide sont liés aux industries. Donc je vous ai mis ici en aperçu 3 projets qui ont fait la une ces derniers mois, par ordre de concrétisation. Le projet d'usine Knauf, 60 millions d'investissements, la création d'une usine de plaques qui est installée pied dans l'eau sur le môle central, et qui va importer sa matière première via les terminaux de Fos. Le projet Carbone qui a choisi Fos pour venir s'implanter, et dont les dirigeants ont mis en avant l'intérêt du positionnement portuaire pour leurs entrées et sorties de matière. Et enfin, le projet Gravity de production de réduction de fer réduit directement par hydrogène, donc précurseur de l'acierie sans émissions de carbone, dont les volumes devront transiter en import et peut-être éventuellement à l'export par les installations portuaires de vrac solide.
Un total d'investissement qui dépasse, qui frôle les 4 milliards d'investissements privés à ce jour pour des nouveaux trafics dans les années qui viennent. Voilà. Marc, un grand merci pour toutes ces précisions. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision globale et stratégique de ce qui se passe aujourd'hui dans le port de Marseille-Fos, des évolutions et voir très clairement que c'est l'industrie qui apporte les capacités industrielles et les capacités, qui apporte les capacités portuaires et les capacités portuaires qui permettent à l'industrie de se développer. Et on va le voir maintenant avec Monsieur Schneider, Patrick Schneider, le directeur général adjoint d'Alteo. Bonjour Monsieur Schneider, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, Patrick Schneider, directeur général donc adjoint de la société Alteo, que je pense que tout le monde doit connaître dans la région, de par son ancienneté. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, vous allez très bien expliquer et en quoi c'est une entreprise très importante et pionnière dans son développement et dans son savoir-faire. Alors donc, vous êtes un client important, évidemment, du port de Marseille-Fos, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et vous avez opéré des changements profonds dans l'organisation de votre production à Gardanne. Alors, pourriez-vous nous en dire davantage sur vos projets de développement qui vont impacter, bien évidemment, le trafic chez nous, au port de Marseille? Tout à fait. Merci, Lucas. Donc, en effet, Alteo, comme certains d'entre vous, et je pense que la grande majorité le savent, est une entreprise qui a 130 ans, basée à Gardanne. Et finalement, la vie d'un industriel, c'est relativement simple. Premier, s'il vous plaît, pour changer le slide. Merci. La vie d'un industriel, c'est assez simple. En effet, on achète des matières premières, d'où l'importance de pouvoir bénéficier de capacités d'importation. On transforme ces matières premières en produits finis. On vend les produits finis avec une marge et puis tout le monde est content. Donc ça, c'est la vie simple d'un industriel. Malheureusement, dans notre monde, les choses ne sont pas toujours aussi simples et des fois, il y a des difficultés, comme on l'a vu. On n'arrive pas des fois à vendre avec une marge suffisante de par une mise en concurrence. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on réduit les coûts, soit on ferme l'usine, ça peut arriver, ou alors on a un plan. Clairement, Alteo a eu un plan. Alteo a mis un plan en marche. On a déjà eu une première modification de procédé industriel très forte en 2021-2022 qui a en effet consisté à transformer le process industriel en arrêtant l'importation de bauxite et en transformant sur une base d'hydrate. Ça a été une première phase de plus de 25 millions d'euros d'investissement qui nous a permis de stabiliser la situation. Malgré cela, le plan doit continuer à se dérouler puisque la concurrence reste très vive. Le plan pour nous, il est en 3 phases. Donc, vous me parlez de projet. Il y a trois projets, Lucas, vous me posez cette question. Donc, premier projet, développer. Deuxièmement, être acceptable et améliorer encore notre performance environnementale. Et la troisième phase, c'est réduire les coûts et améliorer la fiabilité du site. Développer, c'est relativement simple pour nous, puisque nous sommes leaders mondiaux sur les alumines de spécialité. On sait où mettre des alumines supplémentaires, on sait quel type d'alumine il faut faire, on sait quels sont les marchés en fort développement. Donc là, on investit lourdement actuellement là-dessus. Concernant l'acceptabilité, la performance environnementale, je pense que Nicolas Matt en parlera largement, mais nous avons un plan de décarbonation qui est en cours. Déjà, notre première transformation industrielle nous a permis de réduire de 53% nos émissions de CO2. C'est quand même massif. Et là, on a encore un plan de décarbonation qui vient d'être lancé et qui va permettre encore de réduire de 10% à peu près nos émissions de CO2 et notre consommation d'énergie. Le report de tous les flux de la route vers le rail est aussi un de nos projets phares, ainsi que le projet zéro rejet liquide, puisqu'aujourd'hui, nous rejetons encore de l'eau traitée en mer et à terme, nous souhaiterions pouvoir l'utiliser en circuit fermé. Ceci n'a pas grand-chose à voir avec le vrac, mais permet en effet, par l'existence et le développement du site, de pouvoir développer le vrac. Par contre, ça ne marchera que si on a un plan de réduction des coûts. Donc, à l'intérieur de l'usine, c'est ce qu'on fait également, mais aussi sur l'aspect logistique. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail du projet Alufos, qui est donc importation d'alumine à Fos-sur-Mer, qui, comme son nom l'indique, est un projet qui vise à déplacer nos importations.
Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. L'approvisionnement en hydrate, c'est relativement simple. Aujourd'hui, le produit contient à peu près 5 à 7% d'humidité. Ça se transporte en benne, 400 000 tonnes par an à peu près, multisource, multitaille. Ce n'est pas nous qui choisissons forcément la taille des bateaux, c'est souvent la source, l'origine qui le décide. Les contraintes, c'est un stockage sous hangar, obligatoire. C'est des tailles de navires, comme je l'ai indiqué, que nous ne maîtrisons pas. Et surtout, zéro pollution de produit. Comme vous le voyez, c'est un produit blanc qui doit rester blanc et qui ne doit pas avoir de pollution par autre chose, puisqu'autrement, dans nos alumines de spécialité, dans nos produits finaux, ça pourrait avoir un impact majeur. Puis, je rappelle que plus de 20% de nos produits vont en Asie. Et aujourd'hui, nous n'avons que 20% de nos produits qui restent en France. Tout le reste est de l'export. Ça, c'est les contraintes. Prochain slide, s'il vous plaît. La situation géographique, alors vous voyez Gardanne, là j'ai un peu la même carte que ce qu'on va voir, ou ce qu'on a vu avec les bassins Est et bassins Ouest. Gardanne est un petit peu en dehors, sort un petit peu. On est relativement éloigné de Fos. Par contre, de Fos vers Gardanne, il y avait la voie de chemin de fer qui existait, donc le transport par rail, bauxite qui se faisait. Alors que depuis Marseille, finalement, Marseille-Gardanne, c'est relativement proche, 35 km, mais par contre là, le flux train n'existe pas et serait sans doute très très compliqué à remettre en place. On a essayé, mais c'est vraiment compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, Marseille proximité, Fos plus éloigné, mais Fos permet de faire du rail alors que Marseille ne le permet pas. Prochain, s'il vous plaît. La situation. Comme je vous l'ai dit, nous devions stocker notre produit à couvert dans des hangars. Ce que nous avons eu, et nous avons eu la chance de pouvoir être localisés, en tout cas à Marseille, pour assurer notre transition de produits. La bauxite se stockait à l'air libre, l'hydrate à couvert. Ce sont sur les bassins Est, au poste 22, que nous avons pu utiliser, que nous utilisons encore deux hangars qui permettent de stocker le produit à couvert. Donc on descale directement sous hangar, et après on fait du brouettage jusqu'à l'usine. L'importation de 400 000 tonnes d'alumine via les bassins Est, en vrac, c'est possible, on le fait. Par contre, le stockage reste limité. Les bâtiments, on a pris l'existant, relativement ancien, relativement petit. La proximité de la ville fait qu'aussi en cas d'incident ou de difficulté, il peut y avoir rapidement des plaintes de riverains, ce qui fait que ça nous oblige à avoir des moyens renforcés de nettoyage et manuel. On a également donc le flux de camions qui doit passer par là. L'augmentation de nos capacités reste un problème puisque les hangars existent et sont un peu petits. Et finalement, on se rend compte que le coût de fonctionnement, quand on cumule la totalité de ce qu'on veut faire, bien faire, fait qu'on a un coût d'exploitation qui est plus élevé que ce qui était prévu dans notre projet. Le tirant d'eau aussi serait un problème au développement futur. On arrive donc, slide suivant, au projet. On m'avait demandé de faire court, j'ai fait très court, ça laissera plus de temps pour répondre aux questions. Le projet, c'est en effet, le projet Alufos consiste à faire un nouveau bâtiment qui sera sur la Darse 1, donc au niveau du quai minériel. C'est là, à l'endroit où nous avions la bauxite d'ailleurs, une portion de terrain de 18 900 m², donc nous est affectée à ce flux, à ce trafic. On va faire un beau bâtiment. Quand je dis un beau bâtiment, c'est que c'est 12 000 m² de surface. C'est l'équivalent de 2 stades de foot, pour ceux qui sont footeux. Donc c'est quand même assez grand. Et en plus de ça, c'est assez haut, puisque 24 mètres de haut. C'est un bâtiment qui va se voir de loin. Le projet est déjà lancé. Il permettra donc d'avoir à l'intérieur de ce bâtiment un stockage couvert de 90 000 tonnes, ce qui fait que là, on pourra escaler sans aucune difficulté des bateaux de 50 000 tonnes, chose qui nous est impossible aujourd'hui sur les bassins Est à cause du tirant d'eau. C'est également quelque chose qui nous permettra de faire directement de l'expédition par train. Vous le voyez sur la coupe en bas. C'est des schémas de principe qui ne sont pas encore figés, mais en tout cas qui définissent bien ce qu'on compte faire. On a un approvisionnement direct, boraqué, avec les grues existantes. Après, nous avons un système de bandes transporteuses qui sera capoté, qui permettra d'alimenter directement le bâtiment en toiture, de faire de jolis tas à l'intérieur qui seront à couvert, donc le produit sera à l'abri de tout risque de pollution
et également ne pourra pas, en cas de débordement, il n'y aura pas de difficulté. On sait que dans le sud, il y a un petit peu de vent de temps en temps, mais en tout cas là, on n'aura absolument aucun problème. Et un rechargement que nous envisageons en semi-automatique. Quand je dis semi-automatique, c'est-à-dire c'est une chargeuse dans le bâtiment qui permettra de pouvoir recharger une bande transporteuse qui elle-même va alimenter directement des wagons qui seront positionnés en dessous de ce point de rechargement. C'est quelque chose donc qui nous permettra de... Alors évidemment, on envisage les plans B, en cas de panne ou autre, de pouvoir le faire en manuel. Mais en tout cas, ça sera un équipement qui sera moderne, qui sera efficace et qui permettra de pouvoir se projeter sur les 25 prochaines années de manière confiante sur ce terminal. Un des impacts également sera qu'au lieu d'avoir 50 camions par jour, on n'aura plus qu'un seul train par jour et on pourra, malgré le développement d'Altéo, on pourra ne faire que 5 jours par semaine, ce qui permettrait une meilleure aussi acceptabilité au niveau des riverains, puisqu'on sait très bien que les trafics, de manière assez bizarre, on aime bien faire les trafics le samedi-dimanche parce qu'il y a moins de trafic passager, mais le trafic de marchandises sur un site comme Gardanne, qui est au milieu d'une ville, c'est pas très apprécié non plus le week-end, donc on pourra éviter de le faire, sauf gros problèmes et nécessité de dépannage. Le montant de l'investissement, on est à peu près sur un projet global à 20 millions d'euros. C'est pas rien, c'est quelque chose quand même qui permet aussi de montrer le dynamisme et la volonté de se redévelopper sur tous ces terminaux. Opérationnel janvier 2025, c'est la cible. On s'y tient. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à imaginer en effet que ça puisse l'être. Donc c'est un beau projet qui permettra de stabiliser l'activité. Voilà, je pense que c'est tout. C'est tout, c'est extrêmement instructif et détaillé. Et je vous remercie, Monsieur Schneider, parce que chez nous, Aviez Marseille-Fos, on parle beaucoup de portuaire et de trafic maritime. Mais finalement, on a peu l'occasion d'avoir des focus sur des industries proches de chez nous, du territoire. Donc, on était très content de vous recevoir et vraiment, je vous remercie de votre participation. Merci. Et donc, effectivement, à toute industrie qui importe ou exporte du vrac, il y a son pendant terminaliste. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Coriez, qui représente justement les terminalistes et Sinvest Carfos au sein du port de Marseille. Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci Lucas. Merci également à Stéphane Salvetta d'avoir ouvert la saison des webinaires avec la thématique des vracs solides. C'est une activité qui est mal connue et comme tu l'as souligné, Lucas, qui est pas souvent mise en lumière. C'est dommage parce que elle concentre, et Patrick Schneider l'a très bien illustré par ses propos, beaucoup de problématiques qui sont très actuelles. Alors, on peut peut-être dérouler le document. Voilà. Si tu veux bien, je vais te poser la question, parce qu'effectivement, et nous, on tenait, et je te remercie d'être là, parce qu'on tenait à faire ce webinaire sur cette filière-là, et toi, tu présides notamment la commission vrac solide au port de Marseille-Fos. Alors, Sinvest, c'est un des principaux opérateurs de vrac solide sur les bassins de fosse. Sinvest est un opérateur portuaire qui est présent principalement en Belgique, en France, en Pologne pour ce qui est de l'Europe, également en Afrique. Et c'est vrai que l'activité principale de Sinvest, historique sur les ports, c'est les manutentions des vracs solides pour les besoins de nos clients industriels. Sinvest donc, est présent dans les bassins ouest au travers de 3 terminaux, 2 terminaux sur lesquels nous avons investi directement dans nos propres équipements de manutention et de stockage. Historiquement, Caronte, le terminal multivrac de Caronte. Un petit peu plus tard, dans les années 70, avec le percement des DARS, le terminal minéralier de Fos, et puis un peu plus tardivement, la plateforme agroalimentaire des Télines, pour lesquelles nous
nous opérons pour le compte du silo céréalier qui est propriétaire des outils. Juste pour la petite histoire, Sinvest Caronte et l'entreprise Carfos, hein, c'est la société de manutention la plus ancienne des bassins ouest. Et on aurait dû fêter dignement les 100 ans en 2021, mais le Covid nous a un petit peu éloignés des festivités. Tout ça pour dire que la présence des vracs solides est marquée, hein, dans ces bassins ouest, et à juste titre, puisque derrière les vracs solides, eh bien, il y a essentiellement l'industrie. Moi, j'ai coutume de dire que derrière chaque tonne manutentionnée, chaque tonne de vrac, eh bien, ce sont des emplois industriels qui sont derrière. Nous sommes prestataires de services pour les besoins de nos clients industriels, alors qu'il s'agisse de matières premières, ainsi que l'a illustré Patrick Schneider pour Alteo, par exemple, ou qu'il s'agisse de combustibles, alors pour des industriels ou des producteurs d'électricité, gaz et l'énergie aujourd'hui avec la biomasse, et également, plus récemment, concernant toutes les filières ayant trait au recyclage des produits, des coproduits, des déchets. Ce sont des secteurs qui sont en croissance aujourd'hui. Voilà, donc une présence marquée dans les bassins ouest avec 3 terminaux qui sont parfaitement équipés en termes d'outillage, on va y revenir un petit peu plus tard, et qui présentent donc une offre diversifiée, complémentaire et performante pour répondre à toutes les problématiques, tous les besoins des vracs solides. Alors du plus fin, hein, de quelques microns, hein, je pense aux produits pulvérulents type ciment, cendres volantes, alumine calciné, au plus dense, au plus volumineux. Là, je pars sur l'extrême inverse, par exemple des morceaux de fonte en plaques, hein, de près d'une tonne. Ça reste du vrac. Mais voilà, pour vous donner ce spectre large et vous dire que les terminaux des bassins ouest peuvent répondre à toutes les problématiques des vracs, quelles qu'elles soient, en termes de finesse, en termes de densité, en termes de stockage également. On a développé des stockages dédiés, couverts, alors à plat, silo, etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Un élément important également concernant ces terminaux des bassins ouest, c'est leur connexion directe au Rhône à grand gabarit. Vous l'avez compris, donc les vracs solides, c'est l'industrie. Le tissu industriel de l'hinterland proche, hein, de Marseille-Fos, ben, il est ce qu'il est. Ce sont en général des industries qui sont assez anciennes. Et même si aujourd'hui on assiste avec joie à la réimplantation d'industries, hein, des usines qui se construisent à nos portes, eh bien, il faut aussi répondre aux besoins d'un hinterland élargi. Et je pense tout de suite à la vallée du Rhône, hein, au couloir rhodanien, également aux vallées alpines, hein, qui bordent ce couloir, où là, nous avons également des industries qui sont consommatrices ou productrices de vrac. Et pour y répondre, eh bien, la voie fluviale, l'axe Rhône-Saône, est un vecteur de premier plan que nous essayons d'utiliser, ou en tout cas de faire la promotion, parce qu'elle nous paraît absolument essentielle, Fos étant naturellement la porte d'entrée ou de sortie donc de ces marchandises vrac voyageant par la voie fluviale. Alors, on peut dérouler un petit peu la présentation si vous le voulez. Non? Bon, c'est pas grave, je continue. Voilà, donc encore une fois, avant de parler, hein, de l'offre de services, hein, des outils présents, je crois qu'il est important donc de vraiment marquer le caractère un petit peu stratégique, hein, de ces filières vrac qui sont ces dernières années en pleine transformation. Donc elles concernent la production industrielle, elles concernent l'énergie. On voit bien que ce sont des points absolument centraux, hein,
dans les discours politiques ou économiques ambiants. Elle parle également de la valorisation des déchets, donc ça c'est le volet environnemental, où de plus en plus on va chercher à valoriser les déchets ou les coproduits de l'industrie. Et puis également les filières agroalimentaires. Alors c'est un petit peu anecdotique dans le bassin de Fos parce que nous ne sommes pas une région agricole et quelque part le terminal d'Étéline, alors bon, 400 000 tonnes plus ou moins selon les années, de céréales à l'exportation avec des remontées d'engrais qui utilisent donc les barges qui ont amené ces céréales. Bien, tout ça repose uniquement sur la desserte fluviale. Donc, c'est intéressant également de le noter. Je l'ai déjà dit, donc les vracs particulièrement adaptés au report modal massifié avec la voie d'eau et un impact carbone limité si on compare donc toutes ces tonnes fluviales avec des tonnes qui avaient jusqu'à présent l'habitude d'emprunter la voie routière. Fos, donc voilà, Fos accompagne donc ces évolutions de ses clients industriels et juste pour marquer un petit peu l'impact que nous avons au travers de ces filières vrac, c'est à peu près 3000 emplois industriels qui sont concernés donc par les usines qui consomment et qui font appel à nos services dans les bassins de Fos. Donc des filières vrac en profonde mutation, on le voit au travers de nos clients. Ce sont des changements de process industriels. Encore une fois, Patrick Schneider l'a très bien dit avec la mutation très profonde que connaît Théo, j'y reviens pas. Ce sont également toutes les mutations concernant les combustibles. On voit bien avec la transition énergétique que la disparition ou l'arrêt de production d'électricité à base de charbon, à ce charbon se substitue aujourd'hui de la biomasse. Et c'est un des plus majeurs de Fos en croissance. Et puis la valorisation des déchets, j'en ai déjà parlé. En 10 ans, on observe en effet que les marchandises vrac qui transitent par le terminal minéralier de Fos, la diversité de ces marchandises a à peu près été multipliée par 4, où on est passé de flux quasiment monoproduits ou biproduits avec la bauxite d'un côté d'Alteo et le charbon pour EDF de l'autre côté. Et bien aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de produits représentés sur le terminal de Fos et plus d'une vingtaine sur le terminal de Caronte, avec des unités de compte plus modestes. La réindustrialisation, ça aussi, c'est un sujet majeur dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Eh bien, nous voyons que des créations d'usines choisissent de s'implanter en zone portuaire, les pieds dans l'eau, comme l'a dit Marc Lazaretto en ouverture, mais surtout parce que ces industries nouvelles, ces créations d'usines, eh bien, sont directement concernées par l'interface maritime fluviale que nous pouvons leur offrir avec nos terminaux dédiés au vrac. Voilà, donc si on focus un petit peu, là vous avez une jolie photo du terminal minéralier de Fos, et c'est la période donc après bauxite. On voit encore qu'il y a une coloration assez binaire, rouge et noir. Alors c'est un petit peu trompeur parce que le rouge qui est présent sur cette photo, eh bien, n'existe plus. Les derniers trains ont été rechargés il y a un peu plus d'1 an et maintenant, eh bien, nous avons fait place nette pour accueillir demain l'hydrate d'alumine d'Alteo avec son vaste hangar en cours d'élaboration. Le noir qui subsiste, pardon, on peut rester sur celle-ci, le noir qui subsiste, eh bien, c'est la part un petit peu résiduelle qui concerne nos clients historiques cimentiers qui continuent à utiliser un petit peu de charbon et un petit peu de coke pour booster les fours, avec une réflexion profonde en leur sein pour
se passer progressivement donc de ce combustible fossile pour aller vers des combustibles renouvelables. Au niveau de l'outillage Boracay, bon, vous avez le détail sous les yeux, je pourrais vous le préciser si vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la réforme du statut des ports, donc on est en 2012 et les choses se sont accélérées en 2015, eh bien tout l'outillage Boracay du terminal minéralier de Fos a été renouvelé. Aujourd'hui, il est équipé de 2 grues de 50 tonnes sur rail, hein. Ce sont des Liebherr 550, donc c'est la dernière génération des grues portuaires chez Liebherr. Ce sont des grues extrêmement polyvalentes. On le voit sur la photo, on peut décharger dans de bonnes conditions et bonnes performances des navires type Capesize, comme celui qui est sur la photo. Donc ce sont des bateaux qui font 160 ou 180 000 tonnes environ, mais on peut aussi, avec le même type d'outillage, décharger ou recharger des barges fluviales, qui peut le plus, peut le moins. Et ces grues nous permettent donc de répondre à ce genre de demande indifféremment. Les grues du terminal servent un réseau de bandes transporteuses à haut débit. Donc on peut mettre au tas les marchandises qui tolèrent un séjour aérien à haut débit, hein, sur les parcs éloignés et dans le respect des règles environnementales, puisque évidemment ce site est un site ICPE, donc soumis à des règles très strictes de surveillance d'état et de surveillance des émissions de poussière notamment. C'est un site donc qui est en profonde mutation, hein, la transition énergétique est passée par là, donc des aires qui précédemment étaient mobilisés par des stocks de charbon notamment, aujourd'hui se trouvent réaffectés avec des zones spécialisées, hein, qu'on peut voir sur ce schéma, qui n'est pas encore arrêté. Et puis la restructuration également de ces surfaces entraîne la redéfinition des voies d'accès, des voies ferrées également. C'est un projet qui est en cours, hein, où on va reconstituer donc les voies ferrées qui desservent ce terminal, de façon à pouvoir répondre donc à toutes les demandes, hein, en termes de multimodalité. 40 à présent, donc 40, bah, c'est un petit peu le pendant de Fos, hein, Fos Minéralier. C'est de là dont tout est parti, hein, dans les années 30. Alors c'est rigolo de souligner qu'à l'époque, c'était un terminal charbonnier pour les besoins du chemin de fer, hein. C'était les locaux à vapeur du PLM qui ont été à l'origine de la création de ce site dans les années 30. Aujourd'hui, c'est un joli petit terminal très compact, très diversifié, avec une composante importante en termes de stockage pulvérulent. C'est quelque chose qui est important parce qu'on le voit dans l'évolution des vracs. Moins de matières premières, moins de minéraux bruts, hein, et de plus en plus de produits techniques blancs, secs, notamment fins, et qui nécessitent donc des stockages appropriés, confinés, dédiés. Et c'est notamment ce qu'on a pu développer sur 40 au fil des années, avec là aussi, hein, une connexion directe au Rhône à grand gabarit et des possibilités donc de transbordement direct très, très faciles. Voilà, là vous avez un exemple donc du traitement des pulvérulents A40, hein, avec des systèmes donc d'aspiration confinés, pneumatiques, hein, où là on est en zéro émission, tout est confiné, tout passe par des canalisations pneumatiques. Et puis des systèmes également de stockage via silo. Alors silo Boracay, directement accessible aux grues par le toit, ou silo éloigné avec des conduites pneumatiques qui les desservent. Là encore, hein, c'est l'illustration que tous les vracs sont recevables, hein, dans ces terminaux, quelle que soit leur problématique, quelles que soient leurs exigences, hein, en termes de confinement ou de sécurité. Voilà, alors encore une fois, grand merci, hein, d'avoir donné la parole aux filières vrac solides.
ce sont, je ne sais pas si vous l'avez perçu au travers de mes propos, mais ce sont vraiment des filières qui sont aujourd'hui complètement centrales, hein, dans les préoccupations que nous avons tous, hein, y compris nos politiques, hein, tout ce qui concerne donc les évolutions énergétiques, les évolutions industrielles et la réindustrialisation, et puis toutes nos préoccupations environnementales. Ces filières vrac donc sont au cœur de ces enjeux. Et pour répondre à ces enjeux, eh bien, la clé, c'est l'investissement. Et donc, nous avons besoin donc de visibilité, hein, pour nous permettre de continuer à investir comme nous avons su le faire pendant toutes ces années, pour répondre à ces enjeux nouveaux et qui sont là, qui s'expriment déjà. Merci. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, Mathieu. L'investissement de clients, de visibilité, et aujourd'hui, on est content d'avoir pu vraiment mettre la lumière sur cette filière particulière et essentielle à l'industrie et à la réindustrialisation qu'on espère de notre pays. Un grand merci, Mathieu, pour ta présence et pour toutes tes explications. Alors, effectivement, une fois que les marchandises sont arrivées à Marseille, il faut qu'elles puissent accéder à l'Interland. Et c'est pour ça que je suis très content d'accueillir Christophe Lacôte, le chef du service logistique multimodal et plateforme intérieure au Grand Port Maritime de Marseille. Christophe, bonjour. Bonjour Lucas et bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés au département Interland à ce webinaire. Non, merci beaucoup pour ta présence, Christophe. Alors, l'un des atouts du port de Marseille-Fos, et non des moindres, c'est sa connexion directe avec l'axe Rhône-Saône. Il permet de transporter les vracs solides, pas seulement les vracs solides, mais aujourd'hui notamment les vracs solides qui ont un poids très important, donc de manière pratique, par la barge, vers toutes les plateformes de l'axe jusqu'à Pagny, qui est juste en dessous de Dijon. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de complémentarité aujourd'hui entre cet axe Rhône-Saône et le port de Marseille-Fos? Alors, à cette question de la complémentarité, je m'associerai à Mathieu Bilès qui interviendra après moi sur les sujets d'axe Rhône-Saône, puisque l'agence Melingport aujourd'hui assure la promotion et le développement de l'axe Rhône-Saône depuis le port de Marseille-Fos vers les plateformes fluviales de l'axe du Rhône et de la Saône. Et je reviendrai par contre en introduction pour juste représenter la stratégie du port de Marseille-Fos en termes de report modal. Mathieu, juste avant moi, dans son intervention, a rappelé le rôle important joué par le transport fluvial sur l'axe Rhône-Saône dans l'import-export de vrac solide. Et c'est vraiment au cœur aujourd'hui des développements du port, du département Interland. Alors, au sein du service, je suis rattaché au département solutions intermodales et plateformes portuaires de Faidel Margueil. Et juste pour préciser, donc en introduction, tout d'abord, que le port de Marseille-Fos, comme vous le voyez sur la carte, avec ses pictogrammes, est le seul port de Méditerranée occidentale à bénéficier des 4 modes. Alors, on dit pré- et post-acheminement de marchandises, bien sûr le pipe, le rail, la barge et puis la route. Aujourd'hui, le département Interland, ses équipes développent avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème portuaire. On inclut Sinvest et d'autres terminalistes, d'autres opérateurs, et on aura l'intervention de Muriel Larocque tout à l'heure, poussent à mettre en place des solutions logistiques maritimes et bien sûr terrestres pour pouvoir se projeter vers l'Interland européen du port. Pouvant aller sur la barge jusqu'à Pagny, mais sur la partie ferroviaire, mais j'en dirai là que quelques mots, on peut se projeter jusqu'à Duisbourg en ferroviaire, voire jusqu'à Rotterdam ou même Munich. Rapidement sur le mode ferroviaire, et je passerai plus de temps sur le mode fluvial, puisque encore une fois, le mode de transport fluvial est vraiment un atout pour le transport de vrac solide sur cet axe. Le ferroviaire représente une part modérée, faible en 2022, sur la partie vrac, pour une raison simple, c'est que, comme le rappelait M. Schneider tout à l'heure, il y a eu de forts trafics de bauxite qui se sont arrêtés, ainsi que de charbon, à partir de 2021, et je suis tout heureux, et on est tout heureux pour Marseille-Fos, des projets et la présentation de son projet
relance du vrac sur le mode ferroviaire à partir de, je crois, 2025. En tout cas, voilà, on devrait retrouver des couleurs. Et aujourd'hui, le vrac solide est principalement transporté par train depuis les terminaux vraquiers de Marseille. Et Marc en disait quelques mots tout à l'heure, notamment de l'alumine pour Trimay, et puis des trains de céréales pour Panzani. Donc voilà pour la partie report modal sur le ferroviaire. Donc des belles perspectives surtout, et à un moment donné où justement on parlait beaucoup du container, et c'est ce que disait Stéphane Salvetta en introduction, le vrac solide. On aime le vrac solide au port de Marseille-Fos et on l'aime en ferroviaire parce qu'il s'y prête vraiment. Des tonnages importants, des moyens importants, des wagons adaptés. Je vais maintenant, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. On y est déjà. Merci Nathalie. Sur la desserte fluviale à proprement dit, aujourd'hui, c'est un véritable vecteur de différenciation, comme c'est indiqué, parce que ce mode fluvial se prête vraiment au transport de marchandises diverses que peuvent être, on en parlera dans la présentation des résultats tout à l'heure de 2022, mais des céréales, bien sûr, des engrais, des matériaux de construction. Aujourd'hui, c'est un véritable atout au port de Marseille-Fos que de disposer d'un réseau fluvial à grand gabarit de classe européenne type 5B, ce qui permet vraiment, depuis les infrastructures et les installations qui sont nombreuses au port de Marseille-Fos, comme cela a été présenté, à la fois sur les bassins est que sur les bassins ouest, vraiment d'avoir cette connexion sur le fluvial. On a, et je ne reviendrai pas sur la présentation de Mathieu juste avant, mais voilà, on a effectivement des terre-pleins, des hangars, des bandes transporteuses, que ce soit à Marseille, à Fos, à Caronte, des silos de stockage, notamment sur les terminaux de Gloria et Tellin, qui nous permettent aujourd'hui vraiment de répondre à cet objectif de décarbonation et de pouvoir avoir une part du report modal grandissante au port de Marseille-Fos. Je vous ai mis là sur le slide nos principaux partenaires aujourd'hui et opérateurs au départ de ces terminaux. Donc on a 4 opérateurs pour le transport de vrac, que sont la compagnie fluviale de transport avec CFT pour la partie vrac liquide. Nous avons Afflux ACN et Agora qui reviendra tout à l'heure par intermédiaire de Muriel Rock, qui sont aujourd'hui nos principaux partenaires et opérateurs au départ à la fois de Caronte et de Fos. Petite parenthèse sur le container, aujourd'hui nous avons 2 et puis maintenant 3 opérateurs pour le transport de containers, puisque dans le développement du port de Marseille-Fos, le container représente aussi un objectif, et comme vous le savez tous, et ça avait fait l'objet de différents webinaires précédemment sur la partie fluviale et ferroviaire. Voilà. Dernière slide. Est-ce qu'on ne m'entend pas assez sur le micro? D'accord, merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci Nathalie. Dernière slide sur la présentation du port de Marseille-Fos sur le vrac. Atout de la carbonation, je viens d'en parler. Quelques chiffres qui ont été également présentés dans le cadre des vœux, à l'annonce au moment des vœux. Et aujourd'hui, voilà, j'en disais quelques mots à l'instant sur les marchandises d'hiver, les containers. On observe une baisse des volumes en 2022 du nombre de containers transportés sur l'axe Rhône, principalement jusqu'à Lyon, 66 000 EVP. On a des groupes de travail qui se mettent en place, notamment avec Melting Port, et avec les opérateurs pour justement redynamiser cette filière. La filière des vracs liquides, elle, aujourd'hui, est en progression. Après vraiment un début de premier semestre assez positif, positif. Après, avant malheureusement une baisse sensible au second semestre des volumes. Mais on a atteint les 931 000 tonnes de vrac liquide en 2022, qui était une progression à peu près de 5,4% par rapport à 2021. Concernant le conventionnel, un mot, cette filière, et peut-être ça fera aussi objet d'un webinaire plus tard, en tout cas hors container, on note une baisse des volumes en 2022 avec un total de 25 000 tonnes. Après aussi un démarrage, un très bon démarrage au premier semestre. J'en viens à la filière vrac solide qui nous intéresse aujourd'hui. Comme on l'a tous
noter finalement, on a eu une année assez contrastée avec un premier semestre très bondissant, avec 325 000 tonnes pour l'ensemble de la filière par rapport à 2021. Marc en parlait tout à l'heure, il y a eu un apport massif de charbon qui a partiellement profité au mode fluvial. Mais malheureusement, cette avance a été affectée par malheureusement une baisse, notamment dans la filière vrac solide du secteur céréalier, qui, encore une fois, a affecté et érodé un peu cette avance qui avait été prise. Baisse, on en parlera avec Muriel Roch juste après, et Mathieu Glaise également, c'est que voilà, filière céréalière qui a souffert d'une concurrence du blé de la mer Noire, malgré la crise et la guerre en Ukraine, et puis des récoltes assez fantastiques en Russie. Quoi qu'il en soit, finalement, on termine à 646 000 tonnes transportées sur l'axe fluvial au départ et à l'arrivée du port de Marseille-Fos, avec une hausse de 14,3%. La part agricole étant à peu près de 40% et en baisse de 10 points par rapport à l'année précédente, mais compensée par une augmentation des engrais, des combustibles minéraux solides et puis des minéraux bruts manufacturés pour la construction. Voilà. Ce que je pouvais dire de l'activité du port de Marseille-Fos et du report fluvial, qui reste aujourd'hui vraiment un atout pour le port de Marseille-Fos, dans sa projection vers le cœur, son hinterland vers la région, notamment Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, avec des équipes présentes au port de Marseille-Fos pour vraiment dynamiser cette filière, dynamiser ce mode décarboné et accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et je répondrai juste à une dernière question qui avait été posée. Aujourd'hui, comme vous voyez sur le slide, la question a été posée de savoir quels étaient aujourd'hui les volumes de vrac solide qui va et qui vient de Netherlands. C'est 2,1 millions de tonnes en progression de 4,5%. Voilà, Lucas. Eh bien, c'est très précis. Merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces précisions. Et aujourd'hui, nous, à Chevière Marseille-Fos, on pousse cet axe fluvial parce que c'est l'axe de la décarbonation et on n'est pas les seuls, puisque on a évidemment Medlingport avec Mathieu Glaise qui est là aujourd'hui. Merci Mathieu d'être là. Mathieu Glaise qui est délégué général de Medlingport. Comment va ? Oui, bonjour, merci Lucas, merci Stéphane de m'accueillir aujourd'hui. Donc assez rapidement, mais vous pouvez passer les slides, assez rapidement, nous Medlink, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association qui regroupe 9 ports fluviaux sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, donc on va de la Bourgogne jusqu'à la mer, Pagny à côté de Dijon, et 3 ports maritimes, Marseille, Fos, Sète et Toulon. Et on a aussi 3 gestionnaires d'infrastructures que sont Voies navigables de France, Compagnie nationale du Rhône et SNCF Réseau que vous voyez à gauche. On a une 60aine de membres au total puisqu'on a des partenaires qui sont, reviens en arrière, qui sont dans nos partenaires. On a aussi la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes qui a la double casquette puisque le préfet est aussi préfet de bassin. Donc nous, l'association, c'est de faire du report modal, donc fer et fleuve. Depuis 2019, le ferroviaire est rentré dans Medlink et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une complémentarité fer et fleuve. Sur la slide suivante, vous avez le visage donc de nos partenaires. Donc c'est pas vraiment à jour puisque les choses évoluent de semaine en semaine. Et vous voyez qu'il y a quand même donc des opérateurs de transport ferroviaire, fluvial, il y a des routiers, il y a des manutentionnaires, il y a des bureaux d'études, mais aussi des fédérations professionnelles avec lesquelles on travaille, notamment on réfléchit par filière quand on travaille chez Medlink. Donc vous avez Intercéréales que vous voyez, vous avez Fibois sur la partie, donc tout ce qui est le secteur du bois, et on peut travailler très bien aussi avec des associations comme des clusters comme le PILS ou encore la UTF. On a ensuite aussi des compagnies maritimes qui sont rentrées dans Medlink et c'est un vrai plus de travailler avec eux. Et depuis cette année, on ouvre aussi à des commissionnaires transitaires chez Medlink. On a fait rentrer récemment Kuehne+Nagel, mais aussi des acteurs sur la digitalisation qui sont intéressants comme MGI ou encore les énergéticiens comme GRDF ou Altens, qui a voulu rentrer absolument. Et on a des entreprises de services aussi qui sont intéressées et quelques chargeurs aussi. Donc, on a fait récemment rentrer Thermador, et puis il y en a d'autres qui sont en train de rentrer, qui ont fait leur demande.
Donc, petit focus sur l'axe globalement. Vous voyez ici qu'il y a les ports fluviaux, il y a aussi donc les ports maritimes, mais aussi tous ces triangles rouges, ce sont des quais à disposition donc sur l'axe, qui sont plutôt essentiellement sur la partie CNR. Et vous voyez effectivement que les ports, sauf effectivement Avignon-le-Pontet, sont tous embranchés d'un point de vue ferroviaire. Et puis pour certains, il y a effectivement des rampes, des portiques en fonction de leur capacité et outillage. Donc il y a tous les secteurs qui peuvent être couverts. Donc ça va donc du vrac, du container, mais aussi du colis exceptionnel. Donc, petit focus sur le vrac sur la slide suivante. On a, donc vous voyez sur les 20 dernières années l'évolution de la courbe du vrac. On a une capacité de tonnes, de capacité d'accueil aujourd'hui sur l'axe qui est de 20 millions de tonnes. Donc, vous voyez qu'on est très, très large de ce qu'on peut faire. Donc, ça veut dire qu'on a une capacité 20 millions de tonnes à infrastructure ISO existante. Donc, on n'a pas besoin de toucher aux infras. Ça, c'est pour la partie, pour la partie globale. Donc, vous voyez l'évolution. Aujourd'hui, en 2022, on avoisine un global de 5 millions de tonnes à peu près. Donc, ce n'est pas des super chiffres. Sachez qu'il y a une tendance qui évolue aujourd'hui. On a vécu 3 années assez compliquées, mais de notre côté, sur la partie fluviale, on a bon espoir puisqu'on voit un modus operandi s'observer chez les chargeurs, y compris chez les transitaires aussi, puisqu'il y a une vraie réflexion, puisque les chargeurs, leur demandant et challengeant les transitaires commissionnaires, on a cette réflexion aujourd'hui. Et puis, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le bilan carbone. Donc ça, il y a une demande aussi qui est assez forte là-dessus. Sur les chiffres en bas, donc vous voyez l'évolution 2021-2022 globalement. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est que les secteurs qui ont plutôt bien marché en 2022, c'est notamment le bois, tout ce qui est combustibles minéraux, plus communément appelé charbon, mais aussi un petit peu tout ce qui était sable, argile, granulat. Et puis, au niveau de tout ce qui était denrées alimentaires, à savoir le céréalier, c'était plutôt une année moyenne, je reprendrai les termes d'intercéréales, donc ça veut dire qu'ils ont limité la casse par rapport à ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, mais globalement, quelque chose d'assez assez bon. Et par contre, vous voyez, il y a des secteurs qui ont beaucoup perdu par rapport aux années précédentes. Voilà, donc le bois est un vrai sujet chez nous aussi, de réussite. Donc certains ports pourront en parler. Il y a des clients comme Fibre Excellence qui sont aussi là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Nous, chez Medlink, globalement, il faut le savoir, on labellise les chargeurs qui jouent le jeu sur le vrac comme sur le container. Il faut faire, évidemment, il y a des conditions de réussite au tonnage là-dessus. Il faut faire 30 000 tonnes de vrac à l'année par chargeur. Nous, on les labellise. La semaine prochaine, on profite du SITL justement pour remettre des trophées. C'était une idée qui avait germé à l'époque de Medlink, à la création de Medlink, de remettre des trophées aux chargeurs labellisés. Donc voilà, nous, on remet ça avec beaucoup de joie puisque c'est bien de montrer l'exemple et les chargeurs sont assez contents aussi. Donc et puis on réalise aussi des petits événements B2B assez efficaces, des speed meetings sur des tables tournantes entre les acteurs transitaires commissionnaires et les acteurs fluviaux particulièrement pour les valoriser. Alors, il manque peut-être des choses dans la consommation. Vous avez peut-être oublié des trucs sur la carte. Oui, vous n'avez pas la suite du slide là? Non? Ouais, mettez la suite pour voir. Ouais, parce que là, il manque la carte en fait. Bon, alors on va faire sans la carte. Non, mais reviens en arrière, c'est pas grave. Donc on a des sujets aussi. Avance. Voilà, on a des sujets aussi sur lesquels on travaille, notamment sur la digitalisation. Et pour ça, en fait, il faut travailler avec les douanes. Donc, on travaille avec le GP2M là-dessus. Comment on relance la procédure fluviaux ou ferro-maritime comme ça l'a été par le passé. Et on travaille avec les douanes pour savoir exactement comment on relance ce qu'on appelle aujourd'hui du transfert en triesté. Donc, ça intéresse pas mal les chargeurs. Et le but, était d'identifier, là vous ne le voyez pas, mais était d'identifier sur l'axe un petit peu où étaient les points, les points de force. Donc, on a des ports qui sont en IST aujourd'hui. Prenez le port de Arles, lui, il a le régime IST en vrac plus le régime entrepôt. Mais vous avez aussi, évidemment, le port de Lyon qui a ce régime IST, mais lui, il est plus spécialisé sur le conteneur, ou le port de Villefranche-sur-Saône qui, lui, a l'IST, l'installation stockage temporaire sur le vrac. D'autres en font la demande parce qu'ils comprennent que c'est un avantage et un atout. Donc, voilà. Sur la slide suivante, vous verrez les infrastructures fluviales aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on peut monter jusqu'à Pagny sur des convois qui peuvent avoisiner les 6 000 tonnes et des bateaux qui font un peu en dessous des 3 000 tonnes. Donc, c'est des capacités intéressantes. Je remercie beaucoup Mathieu tout à l'heure qui a évoqué effectivement que derrière le vrac, c'est beaucoup d'industrie. Nous, sur l'axe, c'est quand même 3/4 des marchandises qui passent par le fleuve. Donc, c'est important.
Et derrière, c'est évidemment de l'industrie. Et nous, on est dans cette contribution à l'implantation industrielle sur tout le bassin, puisque derrière industrie, il y a ingénierie, il y a des savoir-faire voilà, qu'il ne faut pas perdre. Et dans ces sujets vrac, le déchet fait aussi partie des matières premières. Voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez passer la slide d'après. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Toute l'équipe est à disposition. J'ai ma collaboratrice Audrey et moi qui sommes voilà, à disposition. Et la Merci beaucoup. Super. Mais un grand merci, Mathieu. Un grand merci parce que c'est important de rappeler que voilà, si on veut un développement aujourd'hui des vracs solides, des marchandises de manière générale, mais en particulier des vracs solides qui ont un volume et un poids très très important, le fer et le fleuve seront indispensables pour continuer le développement. Et donc, merci pour le travail fait avec notre partenaire Medlingport. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors effectivement, on a parlé du fluvial, mais il y a quand même un acteur qui est essentiel dans cette chaîne, c'est bien sûr l'armateur fluvial, c'est l'opérateur fluvial. Et évidemment, on est très content aujourd'hui d'accueillir Agora Fluvial et Muriel Roch, responsable d'affrètement pour Agora Fluvial. Bonjour Muriel, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Lucas, et merci de nous donner l'occasion de prendre la parole. Donc, je suis Muriel Roch, responsable d'affrètement sur le bassin Rhône-Saône, sur la partie vrac sec. On fait partie donc du groupe Sogestran. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un problème de voix aujourd'hui, donc Monsieur Plouéné va venir en renfort. Sinon, je ne pourrais pas tenir la fin de la réunion. Il n'y a pas de souci, on comprend parfaitement. Voilà, je passe le relais à Stéphane Plouéné, donc, qui est directeur d'Agora. Merci à vous. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup, Madame Roch. Monsieur Plouéné, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra et votre micro afin qu'on puisse vous entendre? Bonjour, Monsieur Plouéné. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Plouéné. Merci d'être avec nous et merci d'être présent pour parler d'Agora Fluvial. Alors, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre groupe et nous faire part de votre vision sur l'évolution du fluvial pour le transport de vrac solide, et en particulier, bien sûr, sur l'axe Rhône-Saône? Merci de nous donner la parole. Donc, le groupe Sogestran est un groupe familial, Sogestran signifiant Société de gestion de transport, créé en 1948 par M. Edmond Girardet. Aujourd'hui, son PDG est Pascal Girardet, son fils, qui se prépare à passer la main lui-même à ses fils, qui sont propriétaires à 99,99% du capital. Donc, c'est une société familiale, c'est une grosse PME. Comme vous pouvez le voir dans les chiffres, en 2021, c'est un chiffre d'affaires de 296 millions d'euros. Pour 2023, nous avoisinons les 380 000 euros. Une des forces du groupe, c'est de toujours se positionner en innovateur. Donc, on réinvestit jusqu'à 15% du chiffre d'affaires dans la R&D et dans la construction d'unités. Si vous pouviez revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. Le groupe, c'est environ une trentaine de sociétés. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes présents en Tchéquie, aux Pays-Bas, en Belgique, sur tous les bassins à grand gabarit français. Nous nous positionnons également en Corse avec du transport de ciment. Nous nous positionnons avec des liquides sur le Maghreb. Et nous sommes environ 1400 dans le monde, y compris personnel navigant. Nous sommes dans les premiers armateurs français maritimes en termes de nombre de pavillons français, ce qui est une fierté de notre patron. Et donc, nous avons 5 métiers. Nous sommes à l'origine des transporteurs fluviaux uniquement, ce qui est devenu la branche CFT, Compagnie Fluviale de Transport. Nous avons le deuxième métier qui est le maritime, le troisième qui est le multimodal, quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Nous faisons du transport de conteneurs, nous faisons également de la livraison urbaine. Nous avons le métier du transport de colis lourds. Nous sommes les transporteurs fluviaux pour ITER,
mais nous faisons également beaucoup de transports d'éoliennes, de transfo, etc. Et enfin, nous avons un métier qui est historique, qui est le stockage de matières dangereuses en petit conditionnement. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le groupe CFT dans la holding Sogestran. Et dans CFT, il y a deux métiers. Il y a le métier armateur et le métier affréteur, dont Muriel et moi-même faisons partie. Agora est une société qui a été créée en 2015 parce que le transport du vrac sec est un transport qui, petit à petit, avec les années, a perdu de sa valeur ajoutée. Donc, une structure d'armateur devenait beaucoup trop lourde à supporter pour ce transport. Donc, nous avons décidé d'investir avec des artisans dans des bateaux qui sont soit financés, soit soutenus auprès des banques. Et donc, nous avons un mode de fonctionnement qui est l'affrètement. Et cet affrètement est sécurisé par des contrats. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes également positionnés sur d'autres bassins, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tous les bassins grand gabarit, le Nord Benelux, la Seine. Et donc, pour le Nord Benelux, c'est côté français et côté belge. Voilà. En ce qui concerne le bassin Rhône-Saône, qui nous intéresse directement, nous avons des automoteurs qui vont de 1800 à 2700 tonnes. Nous avons des bateaux qui peuvent aller sur les deux ports maritimes du bassin Rhône-Saône, Sète et Marseille-Fos. Donc, à aujourd'hui, pour parler un petit peu des marchés, le marché des céréales a quasiment toujours été le marché le plus important du bassin depuis plus de 25 ans, je dirais. Après la belle époque que nous avons connue avec Siinvest sur le ferrochrome, sur le phosphate, sur le charbon, qui, avec la désindustrialisation, ont périclité. Donc, les céréales, aujourd'hui, c'est un transport qui est dépendant, en fait, des consommations européennes et surtout françaises, puisque ce sont des exports d'excédents. C'est un marché qui s'est légèrement décliné dans le temps, mais qui a des soubresauts par moment, parce que très dépendant de la géopolitique. Donc, petit à petit, les pertes du transport de céréales se sont comblées, tout à l'heure nous l'avons vu avec Mathieu Corriez, se sont comblées avec les imports d'engrais qui font qu'aujourd'hui, nous avons des produits avalants, mais également des produits montants. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, le marché, en fait, a dérivé en grande partie de Sète pour arriver sur l'éthéline, parce que création d'une société d'achat, enfin d'un groupement d'achat qui s'appelle Area. La multiplicité des différents produits s'est réduite pour devenir quasiment monoproduit avec l'urée. Slide suivant. Alors, les marchés qui ont été fortement impactés, on l'a dit, c'est le charbon d'énergie, parce que les industriels ont dû s'en détourner pour passer au gaz en grande partie. Je parle d'Osiris sur Salles-sur-Sanne. La dernière belle année que nous ayons faite, c'était environ 120 000 tonnes de charbon en direction du port de Salaise. Et aujourd'hui, c'est zéro. Il reste que quelques tonnes chez différents industriels qui sont peu consommateurs, tels que Vicat ou certaines villes qui se chauffent au charbon, comme Grenoble.
Alors, on cherche un peu, pas un peu, on passe beaucoup de temps à chercher d'autres trafics pour combler. On a vu ces dernières années arriver un trafic de houille et de quartz pour la société Ferropem. Nous avons vu arriver également du carbonate qui comble un petit peu cette déperdition, mais nous l'avons vu, hein, les marchés ne sont plus là, nous sommes désindustrialisés. Lorsque des industriels veulent s'installer, ils se heurtent bien souvent à des problèmes de réglementation ou des problèmes de motivation de certaines comment dire, certains partenaires qui devraient être proactifs et qui ne le sont pas. On l'a vu dernièrement avec un projet qui se retrouve à l'arrêt depuis 3 semaines maintenant, le projet 3B, que certains d'entre vous connaissent, pardon, je vais les mettre dans l'ordre, qui était l'importation de différents coproduits issus de seconde vie qui entraient dans la composition de ciment à bas carbone. Et malheureusement, ces 120 000 tonnes ne transiteront pas par la voie d'eau, par manque de motivation de la CNR. Nous avons d'autres marchés qui sont, eux, gagnants. Comme vous pouvez le voir, et Mathieu en a parlé, c'est l'énergie issue de produits renouvelables, tels que le bois, la plaquette pour Gardanne, mais aussi sur le bassin non loin de Fos, à Tarascon, le bois de trituration qui sert à fabriquer de la pâte à papier. Donc, on ne perd pas espoir. Notre avenir se trouve dans le recyclage, dans le traitement des déchets, dans l'utilisation de process industriels ultimes. Et je pense que c'est là que nous aurons notre avenir. Nous le voyons par exemple avec les pneus broyés qui partent sur le Maghreb, qui trouvent une seconde vie et qui sont de plus en plus, dont les tonnages augmentent de plus en plus. Le colis lourd reste toujours un transport régulier. On voit avec les centrales qui vont avoir besoin de nouveaux GV, générateurs vapeur, pour remplacer ceux qui ont souffert ces dernières années. Donc, c'est du transport d'avenir pour nous. Un nouveau trafic qui était en place il y a encore quelques mois, c'était un trafic de clinker sur la vallée du Rhône, qui nous a donné beaucoup d'espoir, qui est aujourd'hui au ralenti, mais on ne désespère pas de le faire revenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le recyclage, c'est notre avenir. L'écologie, c'est notre avenir. Nous sommes un transport bas carbone. Nous avons de plus en plus de demandes dans ce secteur. Et je pense que 2023 va être un démarrage et 2024 sera le renouveau du fluvial. Et on compte bien entendu sur les plateformes portuaires comme celle de Marseille-Fos pour nous y aider. Et je ne doute pas effectivement que nous vous y aiderons et que, de manière générale, voilà, la complémentarité entre les plateformes fluviales et maritimes se poursuivra et s'accentuera. En tout cas, nous, c'est notre objectif à Marseille-Fos et pour tous nos membres. Un grand merci, Monsieur Plunet, et un grand merci, Madame Roch, pour votre présence et toutes vos précisions. C'est toujours très utile d'avoir vraiment les professionnels du transport qui expliquent comment ça se passe. Et donc, on est avec ces difficultés, ces combats gagnés aussi avec ces nouveaux trafics et l'évolution de ces trafics. Et moi, je trouve ça très intéressant de voir comment les trafics changent de nature profondément. Je pense qu'on va en parler effectivement avec Nicolas Matt qui nous rejoint maintenant pour la conclusion. Merci à vous, merci beaucoup de la conclusion de ce webinaire. Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. Nicolas Matt, secrétaire général de l'association Picto. Vous avez aujourd'hui le privilège de conclure notre webinaire, le développement de l'industrie et de la filière vrac solide. Et nous l'avons dit, et tous nos intervenants l'ont dit jusqu'à présent, sont étroitement liés. Alors, quelle est, de votre point de vue, votre vision de l'évolution
de cette filière pour les prochaines années? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Ils l'ont tous dit et je vais le redire à mon tour, effectivement, et vous allez pouvoir le constater à travers les dynamiques d'évolution qui sont à l'œuvre dans le terreau industriel-portuaire que l'on a sur ce territoire plus large, hein, à la limite même que la zone industrielle-portuaire de Marseille-Fos. Si on prend le pourtour de l'étang de Verre avec les grandes plateformes industrielles qui y sont implantées, plus loin le bassin de Gardanne, monsieur Schneider en a parlé tout à l'heure, la vallée du Rhône avec des mutations assez significatives des tissus industriels. Voilà, on a un écosystème finalement de plateformes industrielles-portuaires qui sont pour la plupart toutes dans cette situation un peu pentamodale que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois raccordé rail, route, fluvial, maritime et pipeline, bien évidemment, puisque c'est un point essentiel. Alors là, pour le coup, on a vraiment une logique d'écosystème, de symbiose industrielle qui s'appuie sur des échanges quotidiens de flux de matière et d'énergie. Alors, au niveau si je fais un petit focus là maintenant sur la plateforme qui est située à Fos, hein, mais ce n'est qu'un focus sur celle dite du Cabantonquin. On a plusieurs effectivement millions de tonnes de trafic maritime qui sont concernés au niveau de ce tissu d'industriels. Quand je ne focus là rien que sur une quinzaine déjà de sites industriels qui ont fait le choix effectivement d'être dans une position et une localisation industrielle portuaire, usine un peu pied dans l'eau qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec le choix d'avoir accès à une logique de plateforme multimodale. Et alors ici, c'est décrit comme étant un hub énergétique. On pourrait même parler, Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, c'est même un hub de ressources, c'est un hub de matière, puisqu'on a certes des infrastructures clés pour la logistique, pour l'approvisionnement énergétique, mais également sur les flux de matière qui ont été évoqués jusqu'à présent. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, avec en plus un enjeu très fort en termes d'emploi, les seuls chiffres que je vous évoque ici, ce sont des chiffres qui se rapportent à une étude que l'on avait faite en 2018 sur cette petite plateforme de 1200 hectares, qui n'est qu'une des plateformes du territoire. Et vous voyez l'effet d'entraînement que peuvent avoir les quasiment 1500 emplois directs de cette plateforme, de par la nature des activités dans les domaines de la chimie, dans les domaines des granulats, du traitement des déchets, de la sidérurgie. Ce type de plateforme, d'écosystème, a un effet d'entraînement sur le territoire et notamment sur le fait de générer des flux entrants-sortants qui notamment font référence à la filière vrac solide. Alors, au niveau donc de nos missions, nous, au niveau de l'association Picto, slide suivante s'il vous plaît, du coup, on est sur une logique de faciliter des synergies entre les acteurs et faire en sorte qu'ils puissent s'opérer des échanges de flux de matière et d'énergie. Ça se constate notamment, slide suivante, celle-là je ne vais pas la décrire, en plus c'est pas forcément facilement lisible, sur les enjeux liés à la décarbonation. Sur la décarbonation, une plateforme comme celle de Cabantonquin, c'est environ 1,4 million de tonnes de CO2 par an, uniquement par les activités, les procédés. Ce à quoi on peut ajouter du contenu carbone dans les matières entrantes et sortantes, et également toute l'activité de logistique qui est reliée à ces activités industrielles, et qu'on estime supérieure à 400 000 tonnes par an de CO2. Donc on a un enjeu très fort de décarbonation, certes des procédés, et ça passe par des changements, par des évolutions de procédés qui ont pu être décrites précédemment, notamment côté Altéo, et qui peuvent avoir comme effet de faire aussi sensiblement bouger et évoluer les pratiques en termes d'approvisionnement et d'export de matière au niveau de notre territoire. Par ailleurs, le principe de décarbonation s'appuie, je le disais tout à l'heure, sur des synergies entre industriels. Et ces synergies, aujourd'hui, elles vont s'opérer de plus en plus sur des flux, notamment de matières renouvelables, notamment de biomasse, mais pas que, également de ferraille recyclée et également de pas mal d'autres produits, des CSR, des coproduits aussi, des coproduits issus de l'activité industrielle, qui vont devoir soit être stockés, transformés,
expédiés ou acheminés depuis les outils, entre autres, dont dispose ce territoire et les infrastructures dont il dispose, et notamment, je pense, au terminal. Aujourd'hui, un terminal minéralier qui est progressivement en train, vous l'avez vu tout à l'heure avec l'exposé de Mathieu, de devenir un terminal de ressources, quoi, finalement. Donc ça, c'est un point très important dans la construction de la symbiose. Slide suivante, s'il vous plaît. Que l'on essaye d'avoir depuis plusieurs années au niveau de cette association, dont le but, c'est d'une part d'accompagner les mutations des sites industriels existants, également d'implanter de nouveaux acteurs, industriels ou innovants sur ce territoire, et puis intensifier les synergies entre les acteurs, et notamment dans ce contexte de la décarbe qui est essentiel. Et pour ce faire, on a entre autres souhaité saisir l'opportunité d'un appel à projet ZIBAC, Zone industrielle bas carbone en 2022, sur lequel on vient d'être lauréat. Slide suivante, s'il vous plaît. On vient d'être lauréat là en tout début d'année 2023, et qui là pour le coup a un périmètre d'intervention plus large, qui va de Fos jusqu'à Gardanne, et même avec certaines petites excroissances territoriales avec Manosque, pour des questions notamment liées à l'hydrogène et à son stockage stratégique, et également avec, on a évoqué à l'instant Fibre Excellence, avec Fibre Excellence sur la basse vallée du Rhône, avec lequel on pressent qu'on peut avoir demain des échanges encore plus densifiés finalement en termes notamment de flux de matière, et qui vont s'opérer par le fleuve et aussi par les terminaux dont on dispose. Donc aujourd'hui, certes, on est sur un tissu industriel très varié, avec sidérurgie, chimie, pétrochimie, etc., qui s'affiche ici sur les participants à ce programme. Alors, moi, j'ai un petit problème d'affichage ici, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais grosso modo, là, ce territoire en jeu, on parle de 18 à 20 millions de tonnes de CO2, donc uniquement par les procédés. Donc, pour se décarboner, ce tissu industriel va devoir intensifier ses synergies, travailler ensemble sur des évolutions de process qui leur sont propres, donc là, on est sur des logiques intra-sites, mais également travailler aussi sur des sujets dits intersites, des projets de réseau de vapeur, des projets de substitution de certaines matières qui étaient utilisées dans la combustion et qui vont être remplacées demain par des matières renouvelables, entre autres, et puis des recyclages plus systématiques de matières et de coproduits au niveau du territoire. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, un territoire qui a déjà été confronté à de nombreux enjeux, et qui, là, aujourd'hui, vont s'intensifier. Là, je ne reviens pas sur les points qui ont été évoqués tout à l'heure, CO2, matières premières secondaires, ressources locales, autant de choses et de flux qui ont tendance aussi à se complexiter. On notera dans les différentes prises de parole le fait que cette filière des vracs solides, certes, d'une part, déjà, elle a de l'avenir, et en plus, elle doit s'adapter, elle aussi, à une complexité, une complexification de ses natures de flux, avec peut-être moins de matière brute, finalement, et davantage de matière dites finalement un peu semi-finies, ou des produits techniques qu'évoquait tout à l'heure, par exemple, Mathieu Corriès. Donc, ce programme-là, Sirius, donc pour Synergie Régénérative Industrielle Sud, donc il a vocation aussi à définir ce que pourraient être des trajectoires de décarbonation pour les prochaines années. Slide suivante, s'il vous plaît. Et trajectoires de décarbonation qui, d'une part, vont s'appuyer sur les initiatives qui sont déjà d'ores et déjà engagées par les industriels au niveau de ce territoire, et qui supposent des changements, des évolutions de procédés, une diversification et une évolution de leur mix énergétique. Et là, tout de suite, vous voyez poindre des combustibles de substitution qui pourraient être aussi des éléments de relais pour la filière vrac solide, et puis aussi des nouvelles activités industrielles qui vont générer, ou des revalorisations de flux de coproduits qui vont générer de nouvelles activités au niveau de ce territoire. En tout cas, autant de thèmes finalement de travail et de projets qui vont avoir besoin de s'appuyer déjà sur les outils et les infrastructures existantes au niveau de ce complexe portuaire, et qui mettent en évidence le fait que parmi les filières, parmi les terminaux, aujourd'hui on a des terminaux minéraliers, méthaniers,
liquide au niveau de ce territoire, mais demain, on aura aussi, en plus de tout ça, des terminaux donc ressources, des terminaux CO2, des terminaux hydrogène potentiellement. Voilà, donc là, dans cet effort collectif de décarbonation et dans ces trajectoires de décarbonation, en tout cas, le message, c'est les filières vrac. Elles ont clairement une carte à jouer sur ces enjeux à la fois de réindustrialisation, ça a été très bien dit, notamment sur les dernières interventions, de décarbonation, de contribution à la décarbonation du territoire et plus globalement aussi d'économie circulaire. Je voudrais insister aussi sur ce point-là, qui est un point essentiel par rapport à des nouveaux marchés. Voilà, donc pour toute demande d'information complémentaire, je reste à votre disposition. Slide suivante, s'il vous plaît, via mes coordonnées, vous pouvez me joindre pour en savoir un peu plus sur ce programme Sirius qui associe des industriels, des logisticiens et notamment des acteurs qui ont des enjeux très forts et des liens très forts avec les terminaux ressources que j'évoquais à l'instant. Un grand merci, Nicolas. Et effectivement, c'est très important de parler de ces initiatives parce que c'est notamment elles qui permettent d'attirer les futures industries qui s'installent dans la zone de Pictou. On le voit à Tonkin Sud. Et donc, c'est parce qu'il y a une synergie, parce qu'il y a déjà une présence industrielle et qu'elle est organisée, que nouveaux industriels s'installent, décident d'installer leurs usines et donc de faire venir des flux. C'est ça qui nous apporte. Chez nous, à Marseille-Fos. Un grand merci, Nicolas, pour cette conclusion et pour la présentation de Pictou. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. On a atteint le temps imparti, là, il est 12h30, donc on va très rapidement faire les questions. Une grande partie des questions sont déjà répondues, ont déjà trouvé des réponses. Voilà, certains intervenants ont répondu par écrit. On va parler de celles qui n'ont pas reçu de réponse pour l'instant. Alors, quel est le volume de vrac solide qui va et vient de l'Interland? Alors, me semble-t-il, on en a parlé, on l'a dit, c'est 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes, donc ça, voilà, c'est Marc qui avait répondu à cette question dans sa présentation. Le vieux silo d'alumine sur le quai minéralier, j'imagine, est-il toujours en place comme sur la photo? Mathieu, c'est une question pour toi. Il est toujours là, effectivement, il y a eu plusieurs études qui ont été menées pour le réhabiliter, pour le déconstruire. Bon, les choses sont un petit peu en suspens aujourd'hui. Bon, c'est un silo qui a le mérite d'exister, mais pas beaucoup plus en fait. Il faut tout reconstruire à côté, ça coûte une fortune. Et faute de disposer d'un projet qui justifie la dépense, effectivement, aujourd'hui, il n'a pas d'utilité, donc le mieux serait peut-être de s'en séparer pour faire de la place. Donc c'est en réflexion, je dirais. Très bien, je te remercie. Donc voilà, à nouveau un projet ouvert et un appel à projet de la part de Mathieu et de Sinvest. Mais oui, voilà, on a encore des friches industrielles qui doivent être remplies et ça dit aussi le potentiel des quais et des terminaux de Marseille-Fos. Il y a un gros potentiel possible pour les industries qui veulent s'installer. Quid de la connexion au fleuve depuis de la connexion FEUV depuis les bassins est. Alors je vais peut-être laisser je vais certainement laisser Christophe Lacote répondre à cette question pour le GPMM. Christophe. Voilà. Excusez-moi. Et je vais prendre le micro ainsi, ça évitera qu'il aille frotter contre la fermeture éclair de Malaise. Difficile question. Difficile question, effectivement, par le passé, il y avait les connexions fluviales par le tunnel du Roff sur les bassins est. Aujourd'hui, il y a une relance, on va dire, de la réflexion sur la connexion fluviale sur les bassins est de Marseille et puis également sur le bassin sur l'étang de Berre. Un groupe de travail, une réflexion a été lancée avec VNF, notamment dans le cadre du schéma directeur méridional de l'axe Med-Rhône. Je serai bien entendu à votre disposition, à ceux qui souhaitent des compléments d'information et tâcherai de répondre à cette question de manière plus précise avec
bien sûr, avec SNCF Réseau, non, avec VNF et avec CNR, lorsqu'on les travaux en cours aboutiront sur cette connexion ou relance de cette connexion fluviale ou pas depuis les bassins S, et en tout cas du pourtour du bassin de Berre, du côté de Martigues. Voilà. Un grand merci Christophe pour simplement pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, donc il y a un tunnel qui relie les bassins est à Marseille jusqu'à l'étang de Berre qui est effondré depuis des années et qui ne peut en fonctionner. En plus par rapport au barrage d'aujourd'hui, il est sous-dimensionné, donc ça nécessiterait effectivement beaucoup de travaux, mais c'est une question en suspens et donc effectivement un groupe de travail se penche sur le sujet. Donc, je vais passer à la question suivante. Bonjour, quelles sont les perspectives de croissance des différents vracs hors sidérurgie? Quel positionnement du port sur les métaux rares? Quel espace est nécessaire pour manutentionner la diversité des vracs? Mathieu, si tu as allumé ta caméra, je suppose que tu as la réponse à cette question. Alors, c'est une question à tiroir, hein, il y a plusieurs questions dans la même. Dans l'ordre perspective de croissance des différents vracs, eh bien, il y en a. Ces différents vracs, comme vous le dites, de par leur diversité, de par les thématiques auxquelles ils ont trait, l'énergie, les matières premières, les process industriels, eh bien, ils sont en profonde mutation, en profonde évolution, et nous pensons qu'ils vont se développer, mais ils vont changer de nature. C'est un petit peu la difficulté de cette période de transition que nous vivons depuis quelques années. Les contours sont perceptibles, mais ils restent quand même toujours un peu flous. Donc, il y a de l'avenir dans les vracs, mais ces vracs changent de nature, ils deviennent plus techniques, ils deviennent plus exigeants en termes de stockage, en termes de confinement, en termes d'impacts environnementaux. Leur volumétrie change. Juste pour vous donner un ordre d'idée, la biomasse, ce qu'on appelle les wood chips, ou la plaquette forestière qui vient en substitution du charbon pour produire de l'électricité, a une volumétrie 4 fois supérieure à tonnage équivalent à ce que représentait le charbon précédemment. Donc il faut de l'espace. Il faut d'autant plus de l'espace que les problématiques pour stocker de la biomasse ne sont pas les mêmes que pour stocker du charbon. Il faut allotir, il faut pouvoir étaler les tas, etc., etc. Donc ça demande de l'espace. Le positionnement du port sur les métaux rares, je ne le connais pas. Tout ce que je peux vous dire en tant qu'opérateur portuaire, c'est que nous serons attentifs à ces nouveaux vracs, qu'ils soient métaux rares ou autres, et nous sommes à la disposition donc des industriels susceptibles de les acheminer ou de les faire transiter par nos bassins, pour répondre donc à toutes les questions ou projets de manutention, de stockage, de transbordement qui pourraient arriver avec ces métaux rares. Voilà, je crois que j'ai répondu. Absolument. Sur le positionnement du port sur les métaux rares, peut-être Nicolas Matt ou Marc Lazaretto peuvent répondre s'ils ont des éléments là-dessus, la position du port de Marseille, même si là, on est sur un marché de niche, certes, mais je ne sais pas si Marc et Nicolas peuvent éventuellement nous éclairer sur le sujet. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'autres. Si. Alors, non, justement, moi j'allais dire que là, pour le coup, disposer aujourd'hui de données suffisamment fiables là pour avancer quoi que ce soit sur ces métaux rares. Comme le disait Mathieu, on constate une évolution des pratiques. On constate aussi un souhait d'un certain nombre d'acteurs venir s'implanter sur la place portuaire ou dans l'Interland et dès lors d'utiliser la place portuaire. Pour autant, on n'a pas de données suffisamment. Moi, je ne dispose pas de données suffisamment fiables là pour enseigner cette partie-là. Mais ça fait partie, effectivement, de la diversité des flux qui pourraient demain être amenés à transiter sur le territoire.
Marc, peut-être penser davantage. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, Marc, excusez-moi, j'entends très mal en fait. Mais je lis la question et je crois deviner la réponse. En fait, il y a aussi un développement, c'est pas forcément qui va dans le sens de ce webinaire, mais pour les petits volumes, il y a un développement de vrac en conteneur aussi, hein, des bagues en conteneur. ce n'est pas, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. C'est voilà, effectivement, certains trades sont peut-être plus pratiques en conteneur. De toute façon, nous, l'important, on le sait, c'est que ça passe par Marseille Faute, puisque un trade en amène un autre. Donc voilà, in fine, on arrive de toute façon à transporter tous les types de biens avec des spécifications de sécurité, de techniques qui sont spécifiques à chaque matière. Mesdames et messieurs, je vais clôturer ce webinaire. Vraiment, je vous remercie. Vous avez été très nombreux à le suivre. Plein de questions, des questions qui ont pu trouver des réponses pour la plupart. Nous vous donnerons, voilà, déjà, on a quelques intervenants qui donnent leurs coordonnées, mais tous les intervenants, nous vous donnerons les coordonnées de tous les intervenants dans le mail récapitulatif afin que vous puissiez leur poser des questions, les contacter si vous avez besoin. Pour ma part, je vous remercie vraiment de nous suivre et d'être toujours plus fidèles aux webinaires de Via Marseille Fosse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis en septembre pour le webinaire sur les vracs liquides cette fois-ci et les trades oil, gaz et produits chimiques. Une très bonne journée à vous et à très bientôt avec Via Marseille Fosse.